Les grandes espérances de Charles Dickens 1861, traduction Charles Bernard de Rosne. Tome 1er. Chapitre 1. Le nom de famille de mon père étant Pirip et mon nom de baptême Philippe, ma langue enfantine ne put jamais former de ces deux mots rien de plus long et de plus explicite que Pipe. C'est ainsi que je m'appelais moi-même Pipe, et que tout le monde m'appela Pipe. Si je donne Pirip comme le nom de famille de mon père, c'est d'après l'autorité de l'épitaphe de son tombeau et l'attestation de ma sœur, Mrs. Joe Gargery, qui a épousé le forgeron. N'ayant jamais vu ni mon père ni ma mère, même en portrait, puisqu'ils vivaient bien avant les photographes, la première idée que je me formais de leur personne fut tirée, avec assez peu de raison du reste, de leur pierre tumulaire. La forme des lettres tracées sur celle de mon père me donna l'idée bizarre que c'était un homme brun, fort, carré, ayant les cheveux noirs et frisés. De la tournure et des caractères de cette inscription, et aussi Georgiana, épouse du ci-dessus, je tirai la conclusion enfantine que ma mère avait été une femme faible et maladive. Les 5 petites losanges de pierre d'environ 1,5 pied de longueur qui étaient rangées avec soin à côté de leur tombe et dédiées à la mémoire de 5 petits frères qui avaient quitté ce monde après y être à peine entrés, firent naître en moi une pensée que j'ai religieusement conservée depuis. C'est qu'ils étaient venus en ce monde couchés sur leur dos, les mains dans les poches de leurs pantalons, et qu'ils n'étaient jamais sortis de cet état d'immobilité. Notre pays est une contrée marécageuse, située à 20 milles de la mer, près de la rivière qui y conduit en serpentant. La première impression que j'éprouvais de l'existence des choses extérieures semble m'être venue par une mémorable après-midi, froide, tirant vers le soir. À ce moment, je devinais que ce lieu glacé, envahi par les orties, était le cimetière. Que Philippe Pirip est décédé dans cette paroisse, et Georgiana, sa femme, y était enterrée. Que Alexander, Bartholomew, Abraham, Tobias et Roger, fils d'Eddie, y étaient également morts et enterrés. Que ce grand désert plat, au-delà du cimetière, entrecoupé de murailles, de fossés et de portes, avec des bestiaux qui épaissaient çà et là, se composait de marais. Que cette petite ligne de plomb plus loin était la rivière, et que cette vaste étendue, plus éloignée encore, et d'où nous venait le vent, était la mer. Et que ce petit amas de chair tremblante, effrayé de tout cela, et commençant à crier, était Pipe. « Tais-toi !» s'écria une voix terrible, au moment où un homme parut au milieu des tombes, près du portail de l'église. « Tiens-toi tranquille, petit drôle, ou je te coupe la gorge !» C'était un homme effrayant à voir, vêtu tout en gris, avec un anneau de fer à la jambe. Un homme sans chapeau, avec des souliers usés et troués, et une vieille loque autour de la tête. Un homme trempé par la pluie, tout couvert de boue, estropié par les pierres, écorché par les cailloux, déchiré par les épines, piqué par les orties, égratigné par les ronces. Un homme qui boitait, grelottait, grognait, dont les yeux flamboyaient et dont les dents claquaient lorsqu'il me saisit par le menton. « Oh, monsieur, ne me coupez pas la gorge !» m'écriai-je avec terreur. « Je vous en prie, monsieur, ne me faites pas de mal. »« Dis-moi ton nom, » fit l'homme, « et vivement. »« Pipe, monsieur. »« Encore une fois, » dit l'homme en me fixant, « ton nom, ton nom !»« Pipe, Pipe, monsieur. »« Montre-nous où tu demeures, » dit l'homme. « Montre-nous ta maison. » J'indiquai du doigt notre village, qu'on apercevait parmi les aulnes et les peupliers à 1 mille ou 2 de l'église. L'homme, après m'avoir examiné pendant quelques minutes, me retourna la tête en bas, les pieds en l'air, et vida mes poches. Elles ne contenaient qu'un morceau de pain. Quand je revins à moi, il avait agi si brusquement et j'avais été si effrayé que je voyais tout sans dessus-dessous, et que le clocher de l'église semblait être à mes pieds. Quand je revins à moi, dis-je, j'étais assis sur une grosse pierre, où je tremblais pendant qu'il dévorait mon pain avec avidité.
Mon jeune gaillard, dit l'homme en se léchant les lèvres, tu as des joues bien grasses. Je crois qu'effectivement, mes joues étaient grasses, bien que je fusse resté petit et faible pour mon âge. Du diable si je ne les mangerais pas, dit l'homme en faisant un signe de tête menaçant. Je crois même que j'en ai quelque envie. J'exprimais l'espoir qu'il n'en ferait rien, et je me cramponnais plus solidement à la pierre sur laquelle il m'avait placé, autant pour m'y tenir en équilibre que pour m'empêcher de crier. « Allons, dit l'homme, parle. Où est ta mère ?»« Là, monsieur, répondis-je. Il fit un mouvement, puis quelques pas, et s'arrêta pour regarder par-dessus son épaule. « Là, monsieur, repris-je timidement en montrant la tombe. Aussi, Georgiana, c'est ma mère. Oh, dit-il en revenant. Et c'est ton père qui est là, étendu à côté de ta mère? Oui, monsieur, dis-je. C'est lui, défunt de cette paroisse. Ah, murmura-t-il en réfléchissant. Avec qui demeures-tu, en supposant qu'on te laisse demeurer quelque part, ce dont je ne suis pas certain? Avec ma sœur, monsieur, Mrs. Joe Gargery, la femme de Joe Gargery, le forgeron, monsieur. Le forgeron, hein? Dit-il en regardant le bas de sa jambe. Après avoir pendant un instant promené ses yeux alternativement sur moi et sur sa jambe, il me prit dans ses bras, me souleva et, me tenant de manière à ce que ses yeux plongeassent dans les miens, de haut en bas, et les miens dans les siens, de bas en haut, il dit « Maintenant, écoute-moi bien. C'est toi qui vas décider si tu dois vivre. Tu sais ce que c'est qu'une lime? Oui, monsieur. Tu sais aussi ce que c'est que des vivres? Oui, monsieur. Après chaque question, il me secouait un peu plus fort, comme pour me donner une idée plus sensible de mon abandon et du danger que je courais. Tu me trouveras une lime. Il me secouait. Et tu me trouveras des vivres. Il me secouait encore. Tu m'apporteras ces deux choses. Il me secouait plus fort. Ou j'aurai ton cœur et ton foie. Et il me secouait toujours. J'étais mortellement effrayée et si étourdie que je me cramponnais à lui en disant « Si vous vouliez bien ne pas tant me secouer, monsieur, peut-être n'aurais-je pas mal au cœur et peut-être entendrais-je mieux. » Il me donna une secousse si terrible qu'il me sembla voir danser le coq sur son clocher. Alors il me soutint par les bras dans une position verticale sur le bloc de pierre, puis il continua en ces termes effrayants. « Tu m'apporteras demain matin, à la première heure, une lime et des vivres. Tu m'apporteras le tout dans la vieille batterie là-bas. Tu auras soin de ne pas dire un mot, de ne pas faire un signe qui puisse faire penser que tu m'as vu, ou que tu as vu quelque autre personne. À ces conditions, on te laissera vivre. Si tu manques à cette promesse en quelque manière que ce soit, ton cœur et ton foie te seront arrachés pour être rôtis et mangés. Et puis, je ne suis pas seul, ainsi que tu peux le croire. Il y a là un jeune homme avec moi, un jeune homme auprès duquel je suis un ange. Ce jeune homme entend ce que je te dis. Ce jeune homme a un moyen tout particulier de se procurer le cœur et le foie des petits gars de ton espèce. Il est impossible, à n'importe quel moucheron comme toi, de le fuir ou de se cacher de lui. Tu auras beau fermer la porte au verrou, te croire en sûreté dans ton lit bien chaud, te cacher la tête sous les couvertures et espérer que tu es à l'abri de tout danger, ce jeune homme saura s'approcher de toi et t'ouvrir le ventre. Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que j'empêche en ce moment ce jeune homme de te faire du mal. J'ai beaucoup de peine à l'empêcher de fouiller tes entrailles. Eh bien, qu'en dis-tu ? Je lui dis que je lui procurerai la lime dont il avait besoin et toutes les provisions que je pourrais apporter et que je viendrai le trouver à la batterie le lendemain à la première heure. Répète après moi. Que Dieu me frappe de mort si je ne fais pas ce que vous m'ordonnez, fit l'homme. Je dis ce qu'il voulut, et il me posa à terre. Maintenant, reprit-il, souviens-toi de ce que tu promets, souviens-toi de ce jeune homme, et rentre chez toi. Bonsoir, monsieur, murmurai-je en tremblant. C'est égal, dit-il en jetant les yeux sur le sol humide. Je voudrais bien être grenouille ou anguille. En même temps, il entoura son corps grelottant avec ses grands bras, en les serrant tellement qu'ils avaient l'air d'y tenir,
et s'en alla en boitant le long du mur de l'église. Comme je le regardais s'en aller à travers les ronces et les orties qui couvraient les tertres de gazon, il sembla à ma jeune imagination qu'il éludait, en passant, les mains que les morts étendaient avec précaution hors de leur tombe pour le saisir à la cheville et l'attirer chez eux. Lorsqu'il arriva au pied du mur qui entoure le cimetière, il l'escalada comme un homme dont les jambes sont roides et engourdies, puis il se retourna pour voir ce que je faisais. Je me tournai alors du côté de la maison et fis de mes jambes le meilleur usage possible. Mais bientôt, regardant en arrière, je le vis s'avancer vers la rivière, toujours enveloppé de ses bras, et choisissant, pour ses pieds malades, les grandes pierres jetées çà et là dans les marais pour servir de passerelle lorsqu'il avait beaucoup plu ou que la marée y était montée. Les marais formaient alors une longue ligne noire horizontale. La rivière formait une autre ligne un peu moins large et moins noire. Les nuages, eux, formaient de longues lignes rouges et noires, entremêlées et menaçantes. Sur le bord de la rivière, je distinguais à peine les deux seuls objets noirs qui se détachaient dans toute la perspective qui s'étendait devant moi. Un était le fanal destiné à guider les matelots, ressemblant assez à un casque sans houppe placé sur une perche, et qui était fort laid vu de près. L'autre, un gibet avec ses chaînes pendantes, auquel on avait jadis pendu un pirate. L'homme, qui s'avançait en boitant vers ce dernier objet, semblait être le pirate revenu à la vie et allant se raccrocher et se rependre lui-même. Cette pensée me donna un terrible moment de vertige, et, en voyant les bestiaux lever leur tête vers lui, je me demandais s'ils ne pensaient pas comme moi. Je regardais autour de moi pour voir si je n'apercevais pas l'horrible jeune homme. Je n'en vis pas la moindre trace, mais la frayeur me reprit tellement que je courus à la maison sans m'arrêter. Chapitre 2. Ma sœur, Mrs. Joe Gargery, n'avait pas moins de 20 ans de plus que moi, et elle s'était fait une certaine réputation d'âme charitable auprès des voisins, en m'élevant, comme elle disait, à la main. Obligée à cette époque de trouver par moi-même la signification de ce mot, et sachant parfaitement qu'elle avait une main dure et lourde, que d'habitude elle laissait facilement retomber sur son mari et sur moi, je supposais que Joe Gargery était, lui aussi, élevé à la main. Ce n'était pas une femme bien avenante que ma sœur, et j'ai toujours conservé l'impression qu'elle avait forcé par la main Joe Gargery à l'épouser. Joe Gargery était un bel homme. Des boucles couleur filasse encadraient sa figure douce et bonasse, et le bleu de ses yeux était si vague et si indécis qu'on eût eu de la peine à définir l'endroit où le blanc lui cédait la place, car les deux nuances semblaient se fondre l'une dans l'autre. C'était un bon garçon, doux, obligeant, une bonne nature, un caractère facile, une sorte d'Hercule par sa force et aussi par sa faiblesse. Ma sœur, Mrs. Joe, avec des cheveux et des yeux noirs, avait une peau tellement rouge que je me demandais souvent si, peut-être, pour sa toilette, elle ne remplaçait pas le savon par une râpe à muscade. C'était une femme grande et osseuse. Elle ne quittait presque jamais un tablier de toile grossière, attaché par derrière à l'aide de 2 cordons, et une bavette imperméable, toujours parsemée d'épingles et d'aiguilles. Ce tablier était la glorification de son mérite et un reproche perpétuellement suspendu sur la tête de Joe. Je n'ai jamais pu deviner pour quelle raison elle le portait, ni pourquoi, si elle voulait absolument le porter, elle ne l'aurait pas changé au moins une fois par jour. La forge de Joe attenait à la maison, construite en bois, comme l'était à cette époque plus que la plupart des maisons de notre pays. Quand je rentrais du cimetière, la forge était fermée et Joe était assis tout seul dans la cuisine. Joe et moi, nous étions compagnons de souffrance, et comme tels, nous nous faisions des confidences. Aussi, à peine eus-je soulevé le loquet de la porte et l'eus-je aperçu dans le coin de la cheminée, qu'il me dit « Mrs. Joe est sortie 12 fois pour te chercher, mon petit Pip, et elle est maintenant dehors une 13e fois pour compléter la 12aine de boulangers. » « Vraiment ? Oui, mon petit Pip, dit Joe. Et ce qu'il y a de pire pour toi, c'est qu'elle a pris Tickler avec elle. À cette terrible nouvelle, je me mis à tortiller l'unique bouton de mon gilet et, d'un air abattu, je regardais le feu. Tickler était un jonc flexible, poli à son extrémité par de fréquentes collisions avec mon pauvre corps.
Elle se levait sans cesse, dit Joe. Elle parlait à Tickler, puis elle s'est précipitée dehors comme une furieuse. Oui, comme une furieuse, ajouta Joe en tisonnant le feu entre les barreaux de la grille avec le poker. Y a-t-il longtemps qu'elle est sortie, Joe dis-je, car je le traitais toujours comme un enfant et le considérais comme mon égal. Dit Joe en regardant le coucou hollandais. Il y a bien 5 minutes qu'elle est partie en fureur, mon petit Pip. Elle revient. Cache-toi derrière la porte, mon petit Pip, et rabat l'essuie-main sur toi. Je suivis ce conseil. Ma sœur, Mrs. Joe, entra en poussant la porte ouverte, et trouvant une certaine résistance, elle en devina aussitôt la cause, et chargea Tickler de ses investigations. Elle finit, je lui servais souvent de projectile conjugal, par me jeter sur Joe, qui, heureux de cette circonstance, me fit passer sous la cheminée et me protégea tranquillement avec ses longues jambes. « D'où viens-tu, petit singe ?» dit Mrs. Joe en frappant du pied. « Dis-moi bien vite ce que tu as fait pour me donner ainsi de l'inquiétude et du tracas. Sans cela, je saurais bien t'attraper dans ce coin, quand vous seriez 50 pipes et 500 gargueries. »« Je suis seulement allée jusqu'au cimetière, » dis-je du fond de ma cachette, en pleurant et en me grattant. « Au cimetière ?» répéta ma sœur. « Sans moi, il y a longtemps que tu y serais allé et que tu n'en serais pas revenu. Qui t'a donc élevé ? » ?»« C'est toi, » dis-je. « Et pourquoi y es-tu allé ? » ?»« Voilà ce que je voudrais savoir, » s'écria ma sœur. « Je ne sais pas, » dis-je à voix basse. « Je ne sais pas, » reprit ma sœur. « Je ne le ferai plus jamais. Je connais cela. Je t'abandonnerai un de ces jours, moi qui n'ai jamais quitté ce tablier depuis que tu es au monde. C'est déjà bien assez d'être la femme d'un forgeron et d'un garguerie encore, sans être ta mère. » Mes pensées s'écartèrent du sujet dont il était question, car en regardant le feu d'un air inconsolable, je vis paraître, dans les charbons vengeurs, le fugitif des marais, avec sa jambe ferrée, le mystérieux jeune homme, la lime, les vivres et le terrible engagement que j'avais pris de commettre un larcin sous ce toit hospitalier. « Ah !» dit Mrs. Joe en remettant Tickler à sa place. « Au cimetière, c'est bien cela. C'est bien à vous qu'il appartient de parler de cimetière. Pas un de nous, entre parenthèses, n'avait soufflé un mot de cela. Vous pouvez vous en vanter tous les deux. Vous m'y conduirez un de ces jours, au cimetière. Ah ! Quel joli couple vous ferez sans moi !» Pendant qu'il s'occupait à préparer le thé, Joe tournait sur moi des yeux interrogateurs, comme pour me demander si je prévoyais quelle sorte de couple nous pourrions bien faire à nous deux, si le malheur prédit arrivait. Puis il passa sa main gauche sur ses favoris, en suivant de ses gros yeux bleus les mouvements de Mrs. Joe, comme il faisait toujours par les temps d'orage. Ma sœur avait adopté un moyen de nous préparer nos tartines de beurre qui ne variait jamais. Elle appuyait d'abord vigoureusement et longuement avec sa main gauche le pain sur la poitrine, où il ne manquait pas de ramasser sur la bavette tantôt une épingle, tantôt une aiguille, qui se retrouvait bientôt dans la bouche de l'un de nous. Elle prenait ensuite un peu, très peu de beurre, à la pointe d'un couteau et l'étalait sur le pain de la même manière qu'un apothicaire prépare un emplâtre, se servant des deux côtés du couteau avec dextérité et ayant soin de ramasser ce qui dépassait le bord de la croûte. Puis elle donnait le dernier coup de couteau sur le bord de l'emplâtre et elle tranchait une épaisse tartine de pain que, finalement, elle séparait en 2 moitiés, l'une pour Joe, l'autre pour moi. Ce jour-là, j'avais faim, et malgré cela, je n'osais pas manger ma tartine. Je sentais que j'avais à réserver quelque chose pour ma terrible connaissance et son allié, plus terrible encore, le jeune homme mystérieux. Je savais que Mrs. Joe dirigeait sa maison avec la plus stricte économie et que mes recherches dans le garde-manger pourraient bien être infructueuses. Je me décidai donc à cacher ma tartine dans l'une des jambes de mon pantalon. L'effort de résolution nécessaire à l'accomplissement de ce projet me paraissait terrible. Il produisait sur mon imagination le même effet que si j'eusse dû me précipiter d'une haute maison ou dans une eau très profonde, et il me devenait d'autant plus difficile de m'y résoudre finalement que Joe ignorait tout. Dans l'espèce de franc-maçonnerie, déjà mentionnée par moi, qui nous unissait comme compagnons des mêmes souffrances, et dans la camaraderie bienveillante de Joe pour moi, nous avions coutume de comparer nos tartines,
à mesure que nous y faisions des brèches, en les exposant à notre mutuelle admiration, comme pour stimuler notre ardeur. Ce soir-là, Joe m'invita plusieurs fois à notre lutte amicale, en me montrant les progrès que faisait la brèche ouverte dans sa tartine. Mais, chaque fois, il me trouva avec ma tasse de thé sur un genou et ma tartine intacte sur l'autre. Enfin, je considérais que le sacrifice était inévitable. Je devais le faire de la manière la moins extraordinaire et la plus compatible avec les circonstances. Profitant donc d'un moment où Joe avait les yeux tournés, je fourrai ma tartine dans une des jambes de mon pantalon. Joe paraissait évidemment mal à l'aise de ce qu'il supposait être un manque d'appétit, et il mordait tout pensif à même sa tartine des bouchées qu'il semblait avaler sans aucun plaisir. Il les tournait et retournait dans sa bouche plus longtemps que de coutume, et finissait par les avaler comme des pilules. Il allait saisir encore une fois, avec ses dents, le pain beurré, et avait déjà ouvert une bouche d'une dimension fort raisonnable, lorsque, ses yeux tombant sur moi, il s'aperçut que ma tartine avait disparu. L'étonnement et la consternation avec lesquels Joe avait arrêté le pain sur le seuil de sa bouche et me regardait étaient trop évidents pour échapper à l'observation de ma sœur. « Qu'y a-t-il encore ?» dit-elle, en posant sa tasse sur la table. « Oh, oh !» murmurait Joe en secouant la tête d'un air de sérieuse remontrance. « Mon petit Pipe, mon camarade, tu te feras du mal, ça ne passera pas, tu n'as pas pu la mâcher, mon petit Pipe, mon ami. »« Qu'est-ce qu'il y a encore ? Voyons !» répéta ma sœur avec plus d'aigreur que la première fois. « Si tu peux en faire remonter quelques parcelles en toussant, mon petit Pipe, fais-le, mon ami, dit Joe. Certainement, chacun mange comme il l'entend, mais encore, ta santé, ta santé. » À ce moment, ma sœur furieuse avait attrapé Joe par ses deux favoris et lui cognait la tête contre le mur, pendant qu'assis dans mon coin, je les considérais d'un air vraiment piteux. « Maintenant, peut-être vas-tu me dire ce qu'il y a, gros niais que tu es !» dit ma sœur hors d'haleine. Joe promena sur elle un regard désespéré, prit une bouchée désespérée, puis il me regarda de nouveau. « Tu sais, mon petit Pipe, dit-il d'un ton solennel et confidentiel, comme si nous eussions été seuls, et en logeant sa dernière bouchée dans sa joue. Tu sais que toi et moi sommes bons amis, et que je serai le dernier à faire aucun mauvais rapport contre toi. Mais faire un pareil coup !» Il éloigna sa chaise pour regarder le plancher entre lui et moi, puis il reprit. « Avaler un pareil morceau d'un seul coup !»« Il a avalé tout son pain, n'est-ce pas ?» s'écria ma sœur. « Tu sais, mon petit Pipe, » reprit Joe en me regardant sans faire la moindre attention à Mrs. Joe et ayant toujours sous la joue sa dernière bouchée, « que j'ai avalé aussi, moi qui te parle, et souvent encore, quand j'avais ton âge, et j'ai vu bien des avaleurs, mais je n'ai jamais vu avaler comme toi, mon petit Pipe, et je m'étonne que tu n'en sois pas mort. C'est par une permission du bon Dieu. » Ma sœur s'élança sur moi, me prit par les cheveux et m'adressa ces paroles terribles. « Arrive, mauvais garnement, qu'on te soigne !» Quelques brutes médicales avaient, à cette époque, remis en vogue l'eau de goudron, comme un remède très efficace, et Mrs. Joe en avait toujours dans son armoire une certaine provision, croyant qu'elle avait d'autant plus de vertu qu'elle était plus dégoûtante. Dans de meilleurs temps, un peu de cet élixir m'avait été administré comme un excellent fortifiant. Je craignis donc ce qui allait arriver, pressentant une nouvelle entrave à mes projets de sortie. Ce soir-là, l'urgence du cas demandait au moins une pinte de cette drogue. Mrs. Joe me l'introduisit dans la gorge, pour mon plus grand bien, en me tenant la tête sous son bras, comme un tire-botte tient une chaussure. Joe en fut quitte pour une demi-pinte qu'il dut avaler bon gré mal gré, pendant qu'il était assis, mâchant tranquillement et méditant devant le feu, parce qu'il avait peut-être eu mal au cœur. Jugeant d'après moi, je puis dire qu'il y aurait eu mal après, s'il n'y avait eu mal avant. La conscience est une chose terrible quand elle accuse, soit un homme, soit un enfant. Mais quand ce secret fardeau se trouve lié à un autre fardeau, enfoui dans les jambes d'un pantalon, c'est, je puis l'avouer, une grande punition. La pensée que j'allais commettre un crime en volant Mrs. Joe, l'idée que je volerais Joe ne me serait jamais venue,
car je n'avais jamais pensé qu'il eût aucun droit sur les ustensiles du ménage. Cette pensée, jointe à la nécessité dans laquelle je me trouvais de tenir sans relâche ma main sur ma tartine, pendant que j'étais assis ou que j'allais à la cuisine chercher quelque chose ou faire quelques petites commissions, me rendait presque fou. Alors, quand le vent des marais venait ranimer et faire briller le feu de la cheminée, il me semblait entendre au dehors la voix de l'homme à la jambe ferrée, qui m'avait fait jurer le secret, me criant qu'il ne pouvait ni ne voulait jeûner jusqu'au lendemain, mais qu'il lui fallait manger tout de suite. D'autres fois, je pensais que le jeune homme, qu'il était si difficile d'empêcher de plonger ses mains dans mes entrailles, pourrait bien céder à une impatience constitutionnelle, ou se tromper d'heure et se croire des droits à mon cœur et à mon foie ce soir même, au lieu de demain. S'il est jamais arrivé à quelqu'un de sentir ses cheveux se dresser sur sa tête, ce doit être à moi. Mais peut-être cela n'est-il jamais arrivé à personne. C'était la veille de Noël, et j'étais chargée de remuer, avec une tige en cuivre, la pâte du pudding pour le lendemain, et cela de 7 à 8 heures, au coucou hollandais. J'essayais de m'acquitter de ce devoir sans me séparer de ma tartine, et cela me fit penser une fois de plus à l'homme chargé de faire, et j'éprouvais alors une certaine tendance à sortir la malheureuse tartine de mon pantalon, mais la chose était bien difficile. Heureusement, je parvins à me glisser jusqu'à ma petite chambre, où je déposais cette partie de ma conscience. « Écoute, dis-je, quand j'eus fini avec le pudding, et que je revins prendre encore un peu de chaleur au coin de la cheminée avant qu'on ne m'envoyât coucher. « Pourquoi tire-t-on ces grands coups de canon, Joe ?»« Ah, dit Joe, encore un forçat d'évader. »« Qu'est-ce que cela veut dire, Joe ?» Mrs. Joe, qui se chargeait toujours de donner des explications, répondit avec aigreur. « Échappé, échappé !» administrant ainsi la définition comme elle administrait l'eau de goudron. Tandis que Mrs. Joe avait la tête penchée sur son ouvrage d'aiguille, je tâchais par des mouvements muets de mes lèvres de faire entendre à Joe cette question. « Qu'est-ce qu'un forçat ?» Joe me fit une réponse grandement élaborée, à en juger les contorsions de sa bouche, mais dont je ne pus former que le seul mot « pipe ». « Un forçat s'est évadé hier soir après le coup de canon du coucher du soleil, » reprit Joe à haute voix, « et on a tiré le canon pour en avertir. Et maintenant, on tire sans doute encore pour un autre. »« Qu'est-ce qui tire ?» demandai-je. « Qu'est-ce que c'est qu'un garçon comme ça ?» fit ma sœur en fronçant le sourcil par-dessus son ouvrage. « Quel questionneur éternel tu fais ! Ne fais pas de questions, et on ne te dira pas de mensonges. » Je pensais que ce n'était pas très poli pour elle-même de me laisser entendre qu'elle me dirait des mensonges si je lui faisais des questions. Mais elle n'était jamais polie avec moi, excepté quand il y avait du monde. À ce moment, Joe vint augmenter ma curiosité au plus haut degré en prenant beaucoup de peine pour ouvrir la bouche toute grande et lui faire prendre la forme d'un mot qui, au mouvement de ses lèvres, me parut être « bouder ». Je regardai naturellement Mrs. Joe et dis « Elle ?» Mais Joe ne parut rien entendre du tout, et il répéta le mouvement avec plus d'énergie encore. Je ne compris pas davantage. « Mistress Joe, dis-je, comme dernière ressource, je voudrais bien savoir, si cela ne te fait rien, où l'on tire le canon. »« Que Dieu bénisse cet enfant !» s'écria ma sœur d'un ton qui faisait croire qu'elle pensait tout le contraire de ce qu'elle disait. « Au ponton !»« Oh !» dis-je en levant les yeux sur Joe. « Au ponton !» Joe me lança un regard de reproche qui disait « Je te l'avais bien dit. »« Et, s'il te plaît, qu'est-ce que les pontons ?» repris-je. « Voyez-vous » s'écria ma sœur en dirigeant sur moi son aiguille et en secouant la tête de mon côté. « Répondez-lui une fois, et il vous fera de suite une douzaine de questions. Les pontons sont des vaisseaux qui servent de prison et qu'on trouve en traversant tout droit les marais. »« Je me demande qui on peut mettre dans ces prisons et pourquoi on y met quelqu'un, » dis-je d'une manière générale et avec un désespoir calme. Ça en était trop pour Mrs. Joe, qui se leva immédiatement. « Je vais te le dire, méchant vaurien, » fit-elle. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu fasses mourir personne à petit feu. Je serais à blâmer et non à louer si je l'avais fait.
On met sur les pontons ceux qui ont tué, volé, fait des faux et toutes sortes de mauvaises actions. Et ces gens-là ont tous commencé comme toi par faire des questions. Maintenant, va te coucher, et dépêchons. » On ne me donnait jamais de chandelle pour m'aller coucher, et en gagnant cette fois ma chambre dans l'obscurité, ma tête tintait, car Mrs. Joe avait tambouriné avec son dé sur mon crâne en disant ces derniers mots, et je sentais avec épouvante que les pontons étaient faits pour moi. J'étais sur le chemin, c'était évident. J'avais commencé à faire des questions, et j'étais sur le point de voler Mrs. Joe. Depuis cette époque, bien reculée maintenant, j'ai souvent pensé combien peu de gens savent à quel point on peut compter sur la discrétion des enfants frappés de terreur. Cependant, rien n'est plus déraisonnable que la terreur. J'éprouvais une terreur mortelle en pensant au jeune homme qui en voulait absolument à mon cœur et à mes entrailles. J'éprouvais une terreur mortelle au souvenir de mon interlocuteur à la jambe ferrée. J'éprouvais une terreur mortelle de moi-même depuis qu'on m'avait arraché ce terrible serment. Je n'avais aucun espoir d'être délivré de cette terreur par ma toute-puissante sœur, qui me rebutait à chaque tentative que je faisais. Et je suis effrayé rien qu'en pensant à ce qu'un ordre quelconque aurait pu m'amener à faire sous l'influence de cette terreur. Si je dormis un peu cette nuit-là, ce fut pour me sentir entraîné vers les pontons par le courant de la rivière. En passant près de la potence, je vis un fantôme de pirate qui me criait dans un porte-voix que je ferais mieux d'aborder et d'être pendu tout de suite que d'attendre. J'aurais eu peur de dormir, quand même, j'en aurais eu l'envie, car je savais que c'était à la première aube que je devais piller le garde-manger. Il ne fallait pas songer à agir la nuit, car je n'avais aucun moyen de me procurer de la lumière, si ce n'est en battant le briquet ou une pierre à fusil avec un morceau de fer, ce qui aurait produit un bruit semblable à celui du pirate agitant ses chaînes. Dès que le grand rideau noir qui recouvrait ma petite fenêtre eut pris une légère teinte grise, je descendis. Chacun de mes pas, sur le plancher, produisait un craquement qui me faisait crier « Au voleur ! Réveillez-vous, Mistress Joe, réveillez-vous !» Arrivé au garde-manger, qui, vu la saison, était plus abondamment garni que de coutume, j'eus un moment de frayeur indescriptible à la vue d'un lièvre pendu par les pattes. Il me sembla même qu'il fixait sur moi un œil beaucoup trop vif pour sa situation. Je n'avais pas le temps de rien vérifier, ni de choisir. En un mot, je n'avais le temps de rien faire. Je pris du pain, du fromage, une assiette de hachis, que je nouais dans mon mouchoir avec la fameuse tartine de la veille, un peu d'eau-de-vie dans une bouteille de grès, que je transvasais dans une bouteille de verre que j'avais secrètement emportée dans ma chambre pour composer ce liquide énivrant appelé jus de réglisse. Remplissant la bouteille de grès avec de l'eau que je trouvais dans une cruche dans le buffet de la cuisine, un os auquel il ne restait que fort peu de viande et un magnifique pâté de porc. J'allais partir sans ce splendide morceau quand j'eus l'idée de monter sur une planche pour voir ce que pouvait contenir ce plat de terre si soigneusement relégué dans le coin le plus obscur de l'armoire, et que je découvris le pâté. Je m'en emparai avec l'espoir qu'il n'était pas destiné à être mangé de sitôt, et qu'on ne s'apercevrait pas de sa disparition, de quelque temps au moins. Une porte de la cuisine donnait accès dans la forge. Je tirai le verrou, j'ouvris cette porte, et je pris une lime parmi les outils de Joe. Puis, je remis toutes les fermetures dans l'état où je les avais trouvées, j'ouvris la porte par laquelle j'étais rentré le soir précédent, je m'élançai dans la rue et pris ma course vers les marais brumeux. Chapitre 3. C'était une matinée de gelée blanche très humide. J'avais trouvé l'extérieur de la petite fenêtre de ma chambre tout mouillé, comme si quelque lutin y avait pleuré toute la nuit, et qui lui eût servi de mouchoir de poche. Je retrouvais cette même humidité sur les haies stériles et sur l'herbe desséchée, suspendues comme de grossières toiles d'araignée, de rameau en rameau, de brin en brin. Les grilles, les murs étaient dans le même état, et le brouillard était si épais que je ne vis qu'en y touchant le poteau au bras de bois qui indique la route de notre village, indication qui ne servait à rien car on ne passait jamais par là. Je levai les yeux avec terreur sur le poteau, ma conscience oppressée en faisant un fantôme, me montrant la rue des Pontons. Le brouillard devenait encore plus épais à mesure que j'approchais des marais, de sorte qu'au lieu d'aller vers les objets, il me semblait que c'étaient les objets qui venaient vers moi.
Cette sensation était extrêmement désagréable pour un esprit coupable. Les grilles et les fossés s'élançaient à ma poursuite à travers le brouillard et criaient très distinctement « Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il emporte un pâté qui n'est pas à lui !» Les bestiaux y mettaient une ardeur égale et écarquillaient leurs gros yeux en me lançant par leurs naseaux un effroyable « Oh là, petit voleur! Ô voleur! Ô voleur !» Un bœuf noir, à cravate blanche, auquel ma conscience troublée trouvait un certain air clérical, fixait si obstinément sur moi son œil accusateur que je ne pus m'empêcher de lui dire en passant « Je n'ai pas pu faire autrement, monsieur. Ce n'est pas pour moi que je l'ai pris. » Sur ce, il baissa sa grosse tête, souffla par ses naseaux un nuage de vapeur et disparut après avoir lancé une ruade majestueuse avec ses pieds de derrière et fait le moulinet avec sa queue. Je m'avançais toujours vers la rivière. J'avais beau courir, je ne pouvais réchauffer mes pieds auxquels l'humidité froide semblait rivée comme la chaîne de fer était rivée à la jambe de l'homme que j'allais retrouver. Je connaissais parfaitement bien le chemin de la batterie, car j'y étais allé une fois, un dimanche, avec Joe. Et je me souvenais qu'assis sur un vieux canon, il m'avait dit que, lorsque je serais son apprenti et directement sous sa dépendance, nous viendrions là passer de bons quarts d'heure. Quoi qu'il en soit, le brouillard m'avait fait prendre un peu trop à droite. En conséquence, je dus rebrousser chemin le long de la rivière, sur le bord de laquelle il y avait de grosses pierres au milieu de la vase et des pieux, pour contenir la marée. En me hâtant de retrouver mon chemin, je venais de traverser un fossé que je savais n'être pas éloigné de la batterie, quand j'aperçus l'homme assis devant moi. Il me tournait le dos et avait les bras croisés et la tête penchée en avant, sous le poids du sommeil. Je pensais qu'il serait content de me voir arriver aussi inopinément avec son déjeuner. Je m'approchai donc de lui et le touchai doucement à l'épaule. Il bondit sur ses pieds, mais ce n'était pas le même homme, c'en était un autre. Et pourtant cet homme était, comme l'autre, habillé tout en gris. Comme l'autre, il avait un fer à la jambe. Comme l'autre, il boitait. Il avait froid, il était enroué. Enfin, c'était exactement le même homme, si ce n'est qu'il n'avait pas le même visage et qu'il portait un chapeau bas de forme et à larges bords. Je vis tout cela en un moment, car je n'eus qu'un moment pour voir tout cela. Il me lança un gros juron à la tête, puis il voulut me donner un coup de poing, mais si indécis et si faible qu'il me manqua et faillit lui-même rouler à terre, car ce mouvement le fit chanceler. Alors il s'enfonça dans le brouillard, en trébuchant 2 fois, et je le perdis de vue. « C'est le jeune homme », pensai-je en portant la main sur mon cœur. Et je crois que j'aurais aussi ressenti une douleur au foie si j'avais su où il était placé. J'arrivai bientôt à la batterie. J'y trouvai mon homme, le véritable, s'étreignant toujours et se promenant çà et là en boitant, comme s'il n'eût pas cessé un instant, toute la nuit, de s'étreindre et de se promener en m'attendant. À coup sûr, il avait terriblement froid, et je m'attendais presque à le voir tomber inanimé et mourir de froid à mes pieds. Ses yeux annonçaient aussi une faim si épouvantable que, quand je lui tendis la lime, je crois qu'il eût essayé de la manger, s'il n'eût aperçu mon paquet. Cette fois, il ne me mit pas la tête en bas et me laissa tranquillement sur mes jambes, pendant que j'ouvrais le paquet et que je vidais mes poches. « Qu'y a-t-il dans cette bouteille ?» dit-il. « De l'eau-de-vie, répondis-je. Il avait déjà englouti une grande partie du hachis de la manière la plus singulière, plutôt comme un homme qui a une hâte extrême de mettre quelque chose en sûreté que comme un homme qui mange. Mais il s'arrêta un moment pour boire un peu de liqueur. Pendant tout ce temps, il tremblait avec une telle violence qu'il avait toute la peine du monde à ne pas briser entre ses dents le goulot de la bouteille. « Je crois que vous avez la fièvre, dis-je. »« Tu pourrais bien avoir raison, mon garçon, » répondit-il. « Il ne fait pas bon ici, repris-je. Vous avez dormi dans les marais. Il donne la fièvre et des rhumatismes. »« Je vais toujours manger mon déjeuner, dit-il, avant qu'on ne me mette à mort. J'en ferai autant quand même je serai certain d'être repris et ramené là-bas, au ponton, après avoir mangé. Et je te parie que j'avalerai jusqu'au dernier morceau. » Il mangeait du hachis, du pain, du fromage et du pâté, tout à la fois,
jetant dans le brouillard qui nous entourait des yeux inquiets et souvent arrêtant jusqu'au jeu des mâchoires pour écouter. Le moindre bruit, réel ou imaginaire, le murmure de l'eau ou la respiration d'un animal le faisait soudain tressaillir, et il me disait tout à coup : « Tu ne me trahis pas, petit diable. Tu n'as amené personne avec toi ? » ?»« Non, monsieur. Non. »« Tu n'as dit à personne de te suivre ? » ?»« Non. »« Bien, disait-il, je te crois. Tu serais un fier limier, en vérité, si, à ton âge, tu aidais déjà à faire prendre une pauvre vermine comme moi, près de la mort et traquée de tous côtés, comme je le suis. » Il se fit dans sa gorge un bruit assez semblable à celui d'une pendule qui va sonner, puis il passa sa manche de toile grossière sur ses yeux. Touché de sa désolation, et voyant qu'il revenait toujours au pâté de préférence, je m'enhardis assez pour lui dire : « Je suis bien aise que vous le trouviez bon. »« Est-ce toi qui as parlé ? » ?»« Je dis que je suis bien aise que vous le trouviez bon. »« Merci, mon garçon. Je le trouve excellent. » Je m'étais souvent amusée à regarder manger un gros chien que nous avions à la maison, et je remarquais qu'il y avait une similitude frappante dans la manière de manger de ce chien et celle de cet homme. Il donnait des coups de dents secs, comme le chien. Il avalait, ou plutôt il happait, d'énormes bouchées, trop tôt et trop vite, et regardait de côté et d'autre en mangeant, comme s'il eût craint que, de toutes les directions, on ne vînt lui enlever son pâté. Il était cependant trop préoccupé pour en bien apprécier le mérite, et je pensais que si quelqu'un avait voulu partager son dîner, il se fût jeté sur ce quelqu'un pour lui donner un coup de dent, tout comme aurait pu le faire le chien en pareille circonstance. « Je crains bien que vous ne lui laissiez rien, » dis-je timidement, après un silence pendant lequel j'avais hésité à faire cette observation. « Il n'en reste plus à l'endroit où j'ai pris celui-ci. »« Lui en laisser ? À qui ? » dit mon ami, en s'arrêtant sur un morceau de croûte. « Au jeune homme, à celui dont vous m'avez parlé, à celui qui se cache avec vous. »« Ah ah !» reprit-il avec quelque chose comme un éclat de rire. « Lui ? Oui, il n'a pas besoin de vivre. »« Il semblait pourtant en avoir besoin, dis-je. » L'homme cessa de manger et me regarda d'un air surpris. « Il t'a semblé ? Quand ? » ?»« Tout à l'heure. »« Où cela ? » ?»« Là-bas, dis-je en indiquant du doigt. Là-bas où je l'ai trouvé endormi. Je l'avais pris pour vous. » Il me prit au collet et me regarda d'une manière telle que je commençai à croire qu'il était revenu à sa première idée de me couper la gorge. « Il était habillé tout comme vous, seulement il avait un chapeau, dis-je en tremblant. Et j'étais très embarrassée pour lui dire ceci. Et il avait les mêmes raisons que vous pour m'emprunter une lime. N'avez-vous pas entendu le canon hier soir ? » « Alors, on a tiré, se dit-il à lui-même. « Je m'étonne que vous ne le sachiez pas, repris-je, car nous l'avons entendu de notre maison, qui est plus éloignée que cet endroit, et de plus, nous étions enfermés. »« C'est que, dit-il, quand un homme est dans ma position, avec la tête vide et l'estomac creux, à moitié mort de froid et de faim, il n'entend pendant toute la nuit que le bruit du canon et des voix qui l'appellent. Écoute, il voit des soldats avec leurs habits rouges, éclairés par les torches, qui s'avancent et vont l'entourer. Il entend appeler son numéro, il entend résonner les mousquets, il entend le commandement « En joue !» Il entend tout cela, et il n'y a rien. Oui, je les ai vus me poursuivre une partie de la nuit, s'avancer en ordre, ces damnés, en piétinant. J'en ai vu 100, et comme ils tiraient. Oui, j'ai vu le brouillard se dissiper au canon, et, comme par enchantement, faire place au jour. Mais cet homme, il avait dit tout le reste comme s'il eût oublié ma réponse. As-tu remarqué quelque chose de particulier en lui ? Il avait la face meurtrie, dis-je, en me souvenant que j'avais remarqué cette particularité. Ici, n'est-ce pas ? S'écria l'homme en frappant sa joue gauche, sans miséricorde, avec le plat de la main. Oui, là. Où est-il ? En disant ces mots, il déposa dans la poche de sa jaquette grise le peu de nourriture qui restait. Montre-moi le chemin qu'il a pris. Je le tuerai comme un chien.
Maudit fer qui m'empêche de marcher. Passe-moi la lime, mon garçon. Je lui indiquai la direction que l'autre avait prise à travers le brouillard. Il regarda un instant, puis il s'assit sur le bord de l'herbe mouillée et commença à limer le fer de sa jambe, comme un fou, sans s'inquiéter de moi, ni de sa jambe, qui avait une ancienne blessure qui saignait et qu'il traitait aussi brutalement que si elle eût été aussi dépourvue de sensibilité qu'une lime. Je recommençais à avoir peur de lui, maintenant que je le voyais s'animer de cette façon. De plus, j'étais effrayée de rester aussi longtemps dehors de la maison. Je lui dis donc qu'il me fallait partir, mais il n'y fit pas attention, et je pensais que ce que j'avais de mieux à faire était de m'éloigner. La dernière fois que je le vis, il avait toujours la tête penchée sur son genou, il limait toujours ses fers et murmurait de temps à autre quelque imprécation d'impatience contre ses fers ou contre sa jambe. La dernière fois que je l'entendis, je m'arrêtai dans le brouillard pour écouter et j'entendis le bruit de la lime, qui allait toujours. Chapitre 4. Je m'attendais, en rentrant, à trouver dans la cuisine un constable qui allait m'arrêter. Mais non seulement il n'y avait là aucun constable, mais on n'avait encore rien découvert du vol que j'avais commis. Mrs. Joe était tout occupée des préparatifs pour la solennité du jour, et Joe avait été posté sur le pas de la porte de la cuisine pour éviter de recevoir la poussière, chose que malheureusement sa destinée l'obligeait à recevoir tôt ou tard, toutes les fois qu'il prenait fantaisie à ma sœur de balayer les planchers de la maison. « Où diable as-tu été ?» Tel fut le salut de Noël de Mrs. Joe quand moi et ma conscience, nous nous présentâmes devant elle. Je lui dis que j'étais sortie pour entendre chanter les Noëls. « Ah, bien, » observa Mrs. Joe. « Tu aurais pu faire plus mal. » Je pensais qu'il n'y avait aucun doute à cela. Si je n'étais pas la femme d'un forgeron, et ce qui revient au même, une esclave qui ne quitte jamais son tablier, j'aurais été aussi entendre les Noëls, dit Mrs. Joe. Je ne déteste pas les Noëls, et c'est sans doute pour cette raison que je n'en entends jamais. Joe, qui s'était aventuré dans la cuisine après moi, pensant que la poussière était tombée, se frottait le nez avec un petit air de conciliation pendant que sa femme avait les yeux sur lui. Dès qu'elle les eut détournés, il mit en croix ses 2 index, ce qui signifiait que Mrs. Joe était en colère. Cet état était devenu tellement habituel que Joe et moi nous passions des semaines entières à nous croiser les doigts, comme les anciens croisés croisaient leurs jambes sur leur tombe. Nous devions avoir un dîner splendide, consistant en un gigot de porc mariné au chou et une paire de volailles rôties et farcies. On avait fait la veille au matin un magnifique mince pie, ce qui expliquait qu'on n'eût pas encore découvert la disparition du hachis. Et le pudding était en train de bouillir. Ces énormes préparatifs nous forcèrent, avec assez peu de cérémonie, à nous passer de déjeuner. « Je ne vais pas m'amuser à tout salir après avoir tout nettoyé, tout lavé, comme je l'ai fait, » dit Mrs. Joe. « Je vous le promets. » On nous servit donc nos tartines dehors, comme si, au lieu d'être 2 à la maison, un homme et un enfant, nous eussions été 2000 hommes en marche forcée. Et nous puisâmes notre part de lait et d'eau à même un pot sur la table de la cuisine, en ayant l'air de nous excuser humblement de la grande peine que nous lui donnions. Cependant, Mrs. Joe avait fait voir le jour à des rideaux tout blancs et accroché un volant à fleurs tout neuf au manteau de la cheminée, pour remplacer l'ancien. Elle avait même découvert tous les ornements du petit parloir donnant sur l'allée, qui n'étaient jamais découverts dans un autre temps et restaient tous les autres jours de l'année enveloppés dans une froide et brumeuse gaze d'argent, qui s'étendait même sur les 4 petits caniches en faïence blanche qui ornaient le manteau de la cheminée, avec leur nez noir et leurs paniers de fleurs à la gueule, en face les uns des autres, et se faisaient pendant. Mrs. Joe était une femme d'une extrême propreté, mais elle s'arrangeait pour rendre sa propreté moins confortable et moins acceptable que la saleté même. La propreté est comme la religion, bien des gens la rendent insupportable en l'exagérant. Ma sœur avait tant à faire qu'elle n'allait jamais à l'église que par procuration, c'est-à-dire quand Joe et moi nous y allions. Dans ses habits de travail, Joe avait l'air d'un brave et digne forgeron. Dans ses habits de fête, il avait plutôt l'air d'un épouvantail dans de bonnes conditions que de toute autre chose.
Rien de ce qu'il portait ne lui allait, ni ne semblait lui appartenir. Toutes les pièces de son habillement étaient trop grandes pour lui, et lorsqu'à l'occasion de la présente fête, il sortit de sa chambre, au son joyeux du carillon, il représentait la misère revêtue des habits prétentieux du dimanche. Quant à moi, je crois que ma sœur avait eu quelque vague idée que j'étais un jeune pêcheur dont un policeman accoucheur s'était emparé et qui lui avait remis pour être traité selon la majesté outragée de la loi. Je fus donc toujours traité comme si j'eusse insisté pour venir au monde, malgré les règles de la raison, de la religion et de la morale, et malgré les remontrances de mes meilleurs amis. Toutes les fois que j'allais chez le tailleur pour prendre mesure de nouveaux habits, ce dernier avait ordre de me les faire comme ceux des maisons de correction et de ne me laisser sous aucun prétexte le libre usage de mes membres. Joe et moi, en nous rendant à l'église, devions nécessairement former un tableau fort émouvant pour les âmes compatissantes. Cependant, ce que je souffrais en allant à l'église n'était rien auprès de ce que je souffrais en moi-même. Les terreurs qui m'assaillaient toutes les fois que Mrs. Joe se rapprochait de l'office ou sortait de la chambre n'étaient égalées que par les remords que j'éprouvais de ce que mes mains avaient fait. Je me demandais, accablé sous le poids du terrible secret, si l'Église serait assez puissante pour me protéger contre la vengeance de ce terrible jeune homme, au cas où je me déciderais à tout divulguer. J'eus l'idée que je devais choisir le moment où, à la publication des bans, le vicaire dit « Vous êtes prié de nous en donner connaissance » pour me lever et demander un entretien particulier dans la sacristie. Si, au lieu d'être le saint jour de Noël, c'eût été un simple dimanche, je ne réponds pas que je n'eusse procuré une grande surprise à notre petite congrégation en ayant recours à cette mesure extrême. Monsieur Wopsle, le chantre, devait dîner avec nous, ainsi que Monsieur Hubble, le charron et Mrs. Hubble, et aussi l'oncle Pumblechook, oncle de Joe que Mrs. Joe tâchait d'accaparer, fort grainetier de la ville voisine qui conduisait lui-même sa voiture. Le dîner était annoncé pour 1h30. En rentrant, Joe et moi nous trouvâmes le couvert mis, Mrs. Joe habillée, le dîner dressé et la porte de la rue, ce qui n'arrivait jamais dans d'autres temps, toute grande ouverte pour recevoir les invités. Tout était splendide, et pas un mot sur le larcin. La compagnie arriva, et le temps, en s'écoulant, n'apportait aucune consolation à mes inquiétudes. Monsieur Wopsle, avec un nez romain, un front chauve et luisant, possédait en outre une voix de basse dont il n'était pas fier à moitié. C'était un fait avéré parmi ses connaissances que si l'on eût pu lui donner une autre tête, il eût été capable de devenir clergyman, et il confessait lui-même que si l'Église eût été ouverte à tous, il n'aurait pas manqué d'y faire figure. Mais que l'Église n'étant pas accessible à tout le monde, il était simplement, comme je l'ai dit, notre chantre. Il entonnait les réponses d'une voix de tonnerre qui faisait trembler, et quand il annonçait le psaume, en ayant soin de réciter le verset tout entier, il regardait la congrégation réunie autour de lui d'une manière qui voulait dire « Vous avez entendu, mon ami, là-bas, derrière ? Eh bien, faites-moi maintenant l'amitié de me dire ce que vous pensez de ma manière de répéter le verset. » C'est moi qui ouvris la porte à la compagnie, en voulant faire croire que c'était dans nos habitudes. Je reçus d'abord Monsieur Wopsle, puis Mrs. Hubble, et enfin l'oncle Pumblechook. N.B., je ne devais pas l'appeler mon oncle sous peine des punitions les plus sévères. « Mistress Joe, » dit l'oncle Pumblechook, homme court et gros et à la respiration difficile, ayant une bouche de poisson, des yeux ternes et étonnés, et des cheveux roux se tenant droit sur son front, qui lui donnait toujours l'air effrayé. « Je vous apporte avec les compliments d'usage, madame, une bouteille de sherry, et je vous apporte aussi, madame, une bouteille de Porto. » Chaque année, à Noël, il se présentait comme une grande nouveauté, avec les mêmes paroles exactement, et portant ces 2 bouteilles comme 2 sonnettes muettes. De même, chaque année à la Noël, Mrs. Joe répliquait comme elle le faisait ce jour-là. « Oh, mon oncle Pumblechook, c'est bien bon de votre part !» De même aussi,
chaque année à la Noël, l'oncle Pumblechook répliquait, comme il répliqua en effet ce même jour, « Ce n'est pas plus que vous ne méritez. Êtes-vous tous bien portants? Comment va le petit, qui ne vaut pas le 6e d'un sou ?» C'est de moi qu'il voulait parler. En ces occasions, nous dînions dans la cuisine et l'on passait au salon où nous étions aussi empruntés que Joe dans ses habits du dimanche pour manger les noix, les oranges et les pommes. Ma sœur était vraiment sémillante ce jour-là, et il faut convenir qu'elle était plus aimable pour Mrs. Hubble que pour personne. Je me souviens de Mrs. Hubble comme d'une petite personne habillée en bleu de ciel, des pieds à la tête, au contour aigu, qui se croyait toujours très jeune parce qu'elle avait épousé M. Hubble, je ne sais à quelle époque reculée, étant bien plus jeune que lui. Quant à M. Hubble, c'était un vieillard voûté, haut d'épaules, qui exhalait un parfum de sciure de bois. Il avait les jambes très écartées l'une de l'autre, de sorte que, quand j'étais tout petit, je voyais toujours entre elles quelques milles de pays, lorsque je le rencontrais dans la rue. Au milieu de cette bonne compagnie, je ne me serais jamais senti à l'aise, même en admettant que je n'eusse pas pillé le garde-manger. Ce n'est donc pas parce que j'étais placé à l'angle de la table, que cet angle m'entrait dans la poitrine et que le coude de M. Pumblechook m'entrait dans l'œil, que je souffrais, ni parce qu'on ne me permettait pas de parler, et je n'en avais guère envie, ni parce qu'on me régalait avec les bouts de pâte de volaille et avec ces parties obscures du porc dont le cochon, de son vivant, n'avait eu aucune raison de tirer vanité. Non, je ne me serais pas formalisé de tout cela, s'ils avaient voulu seulement me laisser tranquille. Mais ils ne le voulaient pas. Ils semblaient ne pas vouloir perdre une seule occasion d'amener la conversation sur moi, et ce jour-là, comme toujours, chacun semblait prendre à tâche de m'enfoncer une pointe et de me tourmenter. Je devais avoir l'air d'un de ces infortunés petits taureaux que l'on martyrise dans les arènes espagnoles, tant j'étais douloureusement touché par tous ces coups d'épingle moraux. Cela commença au moment où nous nous mîmes à table. Monsieur Wopsle dit les grâces d'un ton aussi théâtral et aussi déclamatoire, du moins cela me fait cet effet-là maintenant, que s'il eût récité la scène du fantôme d'Hamlet ou celle de Richard III, et il termina avec la même emphase que si nous avions dû vraiment lui en être reconnaissants. Là-dessus, ma sœur fixa ses yeux sur moi et me dit d'un ton de reproche. « Tu entends cela ? Rends grâce. Sois reconnaissant. » « Rends surtout grâce, dit M. Pumblechook, à ceux qui t'ont élevé, mon garçon. » Mrs. Hubble secoua la tête, en me contemplant avec le triste pressentiment que je ne ferais pas grand-chose de bon, et demanda « Pourquoi donc les jeunes gens sont-ils toujours ingrats ?» Ce mystère moral sembla trop profond pour la compagnie, jusqu'à ce que M. Hubble en eût enfin donné l'explication en disant « Parce qu'ils sont naturellement vicieux !» Et chacun de répondre « C'est vrai !» et de me regarder de la manière la plus significative et la plus désagréable. La position et l'influence de Joe étaient encore amoindries, s'il est possible, quand il y avait du monde, mais il m'aidait et me consolait toujours quand il le pouvait. Par exemple, à dîner, il me donnait de la sauce quand il en restait. Ce jour-là, la sauce était très abondante, et Joe en versa au moins une demi-pinte dans mon assiette. Un peu plus tard, M. Wopsle fit une critique assez sévère du sermon et insinua, dans le cas hypothétique où l'église aurait été ouverte à tout le monde, quel genre de sermon il aurait fait. Après avoir rappelé quelques-uns des principaux points de ce sermon, il remarqua qu'il considérait le sujet comme mal choisi, ce qui était d'autant moins excusable qu'il ne manquait certainement pas d'autres sujets. « C'est encore vrai, dit l'oncle Pumblechook. Vous avez mis le doigt dessus, monsieur. Il ne manque pas de sujets en ce moment. Le tout est de savoir leur mettre un grain de sel sur la queue comme au moineau. Un homme n'est pas embarrassé pour trouver un sujet s'il a sa boîte à sel toute prête. » Monsieur Pumblechook ajouta, après un moment de réflexion. « Tenez, par exemple, le porc. Voilà un sujet. Si vous voulez un sujet, prenez le porc. »« C'est vrai, monsieur, reprit M. Wopsle. Il y a plus d'un enseignement moral à en tirer pour la jeunesse. » Je savais bien qu'il ne manquerait pas de tourner ses yeux vers moi en disant ces mots. « As-tu écouté cela, toi ? Puisses-tu en profiter ?
me dit ma sœur d'un ton sévère, en matière de parenthèse. Joe me donna encore un peu de sauce. Les pourceaux, continua M. Wopsle de sa voix la plus grave, en me désignant avec sa fourchette, comme s'il eût prononcé mon nom de baptême. Les pourceaux furent les compagnons de l'enfant prodigue. La gloutonnerie des pourceaux n'est-elle pas un exemple pour la jeunesse? Je pensais en moi-même que cela était très bien pour lui, qui avait loué le porc d'être aussi gras et aussi savoureux. Ce qui est détestable chez un porc est bien plus détestable encore chez un garçon. Ou chez une fille, suggéra M. Hubble. Ou chez une fille, bien entendu, Monsieur Hubble, répéta M. Wopsle, avec un peu d'impatience. Mais il n'y a pas de fille ici. Sans compter, dit M. Pumblechook, en s'adressant à moi, que tu as à rendre grâce de n'être pas né cochon de lait. Mais il l'était, monsieur, s'écria ma sœur avec feu. Il l'était autant qu'un enfant peut l'être. Joe me redonna encore de la sauce. Bien, mais je veux parler d'un cochon à 4 pattes, dit M. Pumblechook. Si tu étais né comme cela, serais-tu ici maintenant? Non, n'est-ce pas? Si ce n'est sous cette forme, dit M. Wopsle, en montrant le plat. Mais je ne parle pas de cette forme, monsieur, repartit M. Pumblechook, qui n'aimait pas qu'on l'interrompît. Je veux dire qu'il ne serait pas ici, jouissant de la vue de ses supérieurs et de ses aînés, profitant de leur conversation et se roulant au sein des voluptés. Aurait-il fait tout cela? Non, certes. Et quelle eût été ta destinée? Ajouta-t-il en me regardant de nouveau. On t'aurait vendu moyennant une certaine somme, selon le cours du marché, et Dunstable, le boucher, serait venu te chercher sur la paille de ton étable. Il t'aurait enlevé sous son bras gauche, et de son bras droit, il t'aurait arraché à la vie à l'aide d'un grand couteau. Tu n'aurais pas été élevé à la main. Non, rien de la sorte ne te fût arrivé. Joe m'offrit encore de la sauce, que j'avais honte d'accepter. Cela a dû être un bien grand tracas pour vous, madame, dit Mrs. Hubble, en plaignant ma sœur. Un enfer, madame, un véritable enfer, répéta ma sœur. Ah, si vous saviez. Elle commença alors à passer en revue toutes les maladies que j'avais eues, tous les méfaits que j'avais commis, toutes les insomnies dont j'avais été cause, toutes les mauvaises actions dont je m'étais rendu coupable, tous les endroits élevés desquels j'étais tombée, tous les trous au fond desquels je m'étais enfoncée et tous les coups que je m'étais donnés. Elle termina en disant que toutes les fois qu'elle aurait désiré me voir dans la tombe, j'avais constamment refusé d'y aller. Je pensais alors, en regardant M. Wopsle, que les Romains avaient dû pousser à bout les autres peuples avec leur nez, et que c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont restés le peuple remuant que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, le nez de M. Wopsle m'impatientait si fort que pendant le récit de mes fautes, j'aurais aimé le tirer jusqu'à faire crier son propriétaire. Mais tout ce que j'endurais pendant ce temps n'est rien auprès des affreux tourments qui m'assaillirent lorsque fut rompu le silence qui avait succédé au récit de ma sœur. Silence pendant lequel chacun m'avait regardé, comme j'en avais la triste conviction, avec horreur et indignation. Et pourtant, dit M. Pumblechook, qui ne voulait pas abandonner ce sujet de conversation, le porc bouilli est un excellent manger, n'est-ce pas? Un peu d'eau-de-vie, mon oncle, dit ma sœur. Oh, ciel! Le moment était venu. L'oncle allait trouver qu'elle était faible. Il le dirait, j'étais perdu. Je me cramponnai au pied de la table et j'attendis mon sort. Ma sœur alla chercher la bouteille de grès, revint avec elle et versa de l'eau-de-vie à mon oncle, qui était la seule personne qui en prit. Ce malheureux homme jouait avec son verre. Il le soulevait, le plaçait entre lui et la lumière, le remettait sur la table, et tout cela ne faisait que prolonger mon supplice. Pendant ce temps, Mrs. Joe et Joe lui-même faisaient table nette pour recevoir le pâté et le pudding. Je ne pouvais les quitter des yeux. Je me cramponnais toujours avec une énergie fébrile au pied de la table, avec mes mains et mes pieds. Je vis enfin la misérable créature porter le verre à ses lèvres, rejeter sa tête en arrière et avaler la liqueur d'un seul trait. L'instant d'après, la compagnie était plongée dans une inexprimable consternation.
jeter à ses pieds ce qu'il tenait à la main, se lever et tourner 2 ou 3 fois sur lui-même, crier, tousser, danser dans un état spasmodique, épouvantable, fut pour lui l'affaire d'une seconde. Puis il se précipita dehors et nous le vîmes, par la fenêtre, en proie à de violents efforts pour cracher et expectorer au milieu de contorsions hideuses et paraissant avoir perdu l'esprit. Je tenais mon pied de table avec acharnement, pendant que Mrs. Joe et Joe s'élancèrent vers lui. Je ne savais pas comment, mais sans aucun doute, je l'avais tué. Dans ma terrible situation, ce fut un soulagement pour moi de le voir rentrer dans la cuisine. Il en fit le tour en examinant toutes les personnes de la compagnie, comme si elles eussent été cause de sa mésaventure. Puis il se laissa tomber sur sa chaise en murmurant, avec une grimace significative, « De l'eau de goudron !» J'avais rempli la bouteille d'eau-de-vie avec la cruche à l'eau de goudron pour qu'on ne s'aperçût pas de mon larcin. Je savais ce qui pouvait lui arriver de pire. Je secouai la table, comme un médium de nos jours, par la force de mon influence invisible. « Du goudron !» s'écria ma sœur, étonnée au plus haut point. « Comment l'eau de goudron a-t-elle pu se trouver là ?» Mais l'oncle Pumblechook, qui était tout-puissant dans cette cuisine, ne voulut plus entendre un seul mot de cette affaire. Il repoussa toute explication sur ce sujet en agitant la main et il demanda un grog chaud au gin. Ma sœur, qui avait commencé à réfléchir et à s'alarmer, fut alors forcée de déployer toute son activité en cherchant du gin, de l'eau chaude, du sucre et du citron. Pour le moment, du moins, j'étais sauvée. Je continuais à serrer entre mes mains le pied de la table, mais cette fois, c'était avec une affectueuse reconnaissance. Bientôt, je repris assez de calme pour manger ma part de pudding. Monsieur Pumblechook lui-même en mangea sa part. Tout le monde en mangea. Lorsque chacun fut servi, Monsieur Pumblechook commença à rayonner sous la bienheureuse influence du grog. Je commençais, moi, à croire que la journée se passerait bien, quand ma sœur dit à Joe de donner des assiettes propres pour manger les choses froides. Je ressaisis le pied de la table, que je serrais contre ma poitrine, comme s'il eût été le compagnon de ma jeunesse et l'ami de mon cœur. Je prévoyais ce qui allait se passer, et cette fois, je sentais que j'étais réellement perdue. « Vous allez en goûter, » dit ma sœur en s'adressant à ses invités, avec la meilleure grâce possible. « Vous allez en goûter pour faire honneur au délicieux présent de l'oncle Pumblechook. » Devait-il vraiment y goûter? Qu'il ne l'espère pas. « Vous saurez, » dit ma sœur en se levant, « que c'est un pâté, un savoureux pâté au jambon. » La société se confondit en compliments. L'oncle Pumblechook, enchanté d'avoir bien mérité de ses semblables, s'écria « Eh bien, Mistress Joe, nous ferons de notre mieux. Donnez-nous une tranche dudit pâté. » Ma sœur sortit pour le chercher. J'entendais ses pas dans l'office. Je voyais Monsieur Pumblechook aiguiser son couteau. Je voyais l'appétit renaître dans les narines du nez romain de Monsieur Wopsle. J'entendais Monsieur Hubble faire remarquer qu'un morceau de pâté au jambon était meilleur que tout ce qu'on pouvait s'imaginer et n'avait jamais fait de mal à personne. Quant à Joe, je l'entendis me dire à l'oreille « Tu y goûteras, mon petit Pip. » Je n'ai jamais été tout à fait certain si, dans ma terreur, je proférais un hurlement, un cri perçant, simplement en imagination, ou si les oreilles de la société en entendirent quelque chose. Je n'y tenais plus. Il fallait me sauver. Je lâchai le pied de la table et courus pour chercher mon salut dans la fuite. Mais je ne courus pas bien loin, car, à la porte de la maison, je me trouvai en face d'une escouade de soldats armés de mousquets. L'un d'eux me présenta une paire de menottes en disant « Ah, te voilà! Enfin, nous le tenons! En route !» Chapitre 5. L'apparition d'une rangée de soldats faisant résonner leurs crosses de fusil sur le pas de notre porte causa une certaine confusion parmi les convives. Mrs. Joe reparut les mains vides, l'air effaré, en faisant entendre ces paroles lamentables. « Bonté divine! Qu'est devenu le pâté ?» Le sergent et moi, nous étions dans la cuisine quand Mrs. Joe rentra. À ce moment fatal, je recouvrais en partie l'usage de mes sens. C'était le sergent qui m'avait parlé. Il promena alors ses yeux sur les assistants en leur tendant d'une manière engageante les menottes de sa main droite et en posant sa main gauche sur mon épaule. « Pardonnez-moi,
« Mesdames et messieurs, dit le sergent, mais comme j'en ai prévenu ce jeune et habile fripon avant d'entrer, je suis en chasse au nom du roi et j'ai besoin du forgeron. »« Et peut-on savoir ce que vous lui voulez ?» reprit ma sœur vivement. « Madame, répondit le galant sergent, si je parlais pour moi, je dirais que c'est pour avoir l'honneur et le plaisir de faire connaissance avec sa charmante épouse, mais parlant pour le roi, je réponds que je viens pour affaire. » Ce petit discours fut accueilli par la société comme une chose plutôt agréable que désagréable, et M. Pumblechook murmura d'une voix convaincue « Bien dit, sergent. »« Vous voyez, forgeron, continua le sergent qui avait fini par découvrir Joe, nous avons eu un petit accident à ces menottes. Je trouve que celle-ci ne ferme pas très bien, et comme nous en avons besoin immédiatement, je vous prierai d'y jeter un coup d'œil sans retard. » Joe, après y avoir jeté le coup d'œil demandé, déclara qu'il fallait allumer le feu de la forge et qu'il y avait au moins pour 2 heures d'ouvrage. « Vraiment ? Alors vous allez vous y mettre de suite, dit le sergent. Comme c'est pour le service de Sa Majesté, si un de mes hommes peut vous donner un coup de main, ne vous gênez pas. » Là-dessus, il appela ses hommes dans la cuisine. Ils y arrivèrent un à un, posèrent d'abord leurs armes dans un coin, puis ils se promenèrent, de long en large, comme font les soldats, les mains croisées négligemment sur leur poitrine, s'appuyant tantôt sur une jambe, tantôt sur une autre, jouant avec leur ceinturon ou leur giberne, et ouvrant la porte de temps à autre pour lancer dehors un jet de salive à plusieurs pieds de distance. Je voyais toutes ces choses sans avoir conscience que je les voyais, car j'étais dans une terrible appréhension. Mais commençant à remarquer que les menottes n'étaient pas pour moi, et que les militaires avaient mieux à faire que de s'occuper du pâté absent, je repris encore un peu de mes sens évanouis. « Voudriez-vous me dire quelle heure il est ?» dit le sergent à M. Pumblechook, comme à un homme dont la position, par rapport à la société, égalait la sienne. « 2 heures viennent de sonner, répondit celui-ci. « Allons, il n'y a pas encore grand mal, fit le sergent après réflexion. Quand même, je serai forcé de rester ici 2 heures, ça ne fera rien. Combien croyez-vous qu'il y ait d'ici au marais ? 1/4 d'heure de marche, peut-être ? » « 1/4 d'heure, justement, répondit Mrs. Joe. « Très bien, nous serons sur eux à la brune. Tels sont mes ordres. Cela sera fait. C'est on ne peut mieux. »« Des forçats, sergent ?» demanda M. Wopsle en manière d'entamer la conversation. « Oui, répondit le sergent, 2 forçats. Nous savons bien qu'ils sont dans les marais et qu'ils n'essayeront pas d'en sortir avant la nuit. Est-il ici quelqu'un qui ait vu semblable gibier ?» Tout le monde, moi excepté, répondit non, avec confiance. Personne ne pensa à moi. « Bien, dit le sergent, nous les cernerons et nous les prendrons plus tôt qu'ils ne le pensent. Allons, forgeron, le roi est prêt. L'êtes-vous » Joe avait ôté son habit, son gilet, sa cravate, et était passé dans la forge, où il avait revêtu son tablier de cuir. Un des soldats alluma le feu, un autre se mit au soufflet, et la forge ne tarda pas à ronfler. Alors Joe commença à battre sur l'enclume, et nous le regardions faire. Non seulement l'intérêt de cette éminente poursuite absorbait l'attention générale, mais il excitait la générosité de ma sœur. Elle alla tirer au tonneau un pot de bière pour les soldats et invita le sergent à prendre un verre d'eau-de-vie. Mais M. Pumblechook dit avec intention « Donnez-lui du vin, ma nièce. Je réponds qu'il n'y a pas de goudron dedans. » Le sergent le remercia en disant qu'il ne tenait pas essentiellement au goudron et qu'il prendrait volontiers un verre de vin si rien ne s'y opposait. Quand on le lui eut versé, il but à la santé de Sa Majesté avec les compliments d'usage pour la solennité du jour et vida son verre d'un seul trait. « Pas mauvais, n'est-ce pas, sergent ?» dit M. Pumblechook. « Je vais vous dire quelque chose, » répondit le sergent. « Je soupçonne que ce vin-là sort de votre cave. » M. Pumblechook se mit à rire d'une certaine manière en disant « Ah ah, et pourquoi cela ?»« Parce que, » reprit le sergent en lui frappant sur l'épaule, « vous êtes un gaillard qui vous y connaissez. »« Croyez-vous » dit M. Pumblechook en riant toujours. « Voulez-vous un second verre ?»« Avec vous, » répondit le sergent, « nous trinquerons. Quelle jolie musique que le choc des verres. À votre santé. Puissiez-vous vivre 1000 ans et ne jamais en boire de plus mauvais. » Le sergent vida son second verre et paraissait tout prêt à en vider un troisième.
Je remarquai que, dans son hospitalité généreuse, M. Pumblechook semblait oublier qu'il avait déjà fait présent du vin à ma sœur. Il prit la bouteille des mains de Mrs. Joe et en fit les honneurs avec beaucoup d'effusion et de gaieté. Moi-même, j'en bus un peu. Il alla jusqu'à demander une seconde bouteille, qu'il offrit avec la même libéralité, quand on eut vidé la première. En les voyant aller et venir dans la forge, gais et contents, je pensais à la terrible trempée qui attendait, pour son dîner, mon ami réfugié dans les marais. Avant le repas, ils étaient beaucoup plus tranquilles et ne s'amusaient pas le quart autant qu'ils le firent après, mais le festin les avait animés et leur avait donné cette excitation qu'il produit presque toujours. Et maintenant qu'ils avaient la perspective charmante de s'emparer des deux misérables, que le soufflet semblait ronfler pour ceux-ci, le feu brillait à leur intention et la fumée s'élançait en toute hâte, comme si elle se mettait à leur poursuite, que je voyais Joe donner des coups de marteau et faire résonner la forge pour eux, et les ombres fantastiques sur la muraille qui semblaient les atteindre et les menacer, pendant que la flamme s'élevait et s'abaissait, que les étincelles rouges et brillantes jaillissaient, puis se mouraient, le pâle déclin du jour semblait, presque à ma jeune imagination compatissante, s'affaiblir à leur intention, les pauvres malheureux. Enfin, la besogne de Joe était terminée. Les coups de marteau et la forge s'étaient arrêtés. En remettant son habit, Joe eut le courage de proposer à quelques-uns de nous d'aller avec les soldats pour voir comment les choses se passeraient. M. Pumblechook et M. Hubble s'excusèrent en donnant pour raison la pipe et la société des dames. Mais M. Wopsle dit qu'il irait si Joe y allait. Joe répondit qu'il ne demandait pas mieux et qu'il m'emmènerait avec la permission de Mrs. Joe. C'est à la curiosité de Mrs. Joe que nous dûmes la permission qu'elle nous accorda. Elle n'était pas fâchée de savoir comment tout cela finirait, et elle se contenta de dire « Si vous me ramenez ce garçon la tête brisée et mise en morceaux à coups de mousquet, ne comptez pas sur moi pour la raccommoder. » Le sergent prit poliment congé des dames et quitta M. Pumblechook comme un vieux camarade. Je crois cependant que, dans ces circonstances difficiles, il exagérait un peu ses sentiments à l'égard de M. Pumblechook, lorsque ses yeux se mouillèrent de larmes naissantes. Ces hommes reprirent leurs mousquets et se remirent en rang. M. Wopsle, Joe et moi reçûmes l'ordre de rester à l'arrière-garde et de ne plus dire un mot dès que nous aurions atteint les marais. Une fois en plein air, je dis à Joe « J'espère, Joe, que nous ne les trouverons pas. » Et Joe me répondit « Je donnerai 1 shilling pour qu'il se soit sauvé, mon petit Pip. » Aucun flâneur du village ne vint se joindre à nous, car le temps était froid et menaçant, le chemin difficile et la nuit approchait. Il y avait de bons feux dans l'intérieur des maisons et les habitants fêtaient joyeusement le jour de Noël. Quelques têtes se mettaient aux fenêtres pour nous regarder passer, mais personne ne sortait. Nous passâmes devant le poteau indicateur et, sur un signe du sergent, nous nous arrêtâmes devant le cimetière pendant que 2 ou 3 de ces hommes se dispersaient parmi les tombes ou examinaient le portail de l'église. Ils revinrent sans avoir rien trouvé. Alors nous reprîmes notre marche et nous nous enfonçâmes dans les marais. En passant par la porte de côté du cimetière, un grésil glacial, poussé par le vent d'est, nous fouetta le visage et Joe me prit sur son dos. À présent que nous étions dans cette lugubre solitude, où l'on ne se doutait guère que j'étais venu quelques heures auparavant et où j'avais vu les 2 hommes se cacher, je me demandais pour la première fois, avec une frayeur terrible, si le forçat, en supposant qu'on l'arrêtât, n'allait pas croire que c'était moi qui amenais les soldats. Il m'avait déjà demandé si je n'étais pas un jeune drôle capable de le trahir, et il m'avait dit que je serais un fier limier si je le dépistais. Croirait-il que j'étais à la fois un jeune drôle et un limier de police, et que j'avais l'intention de le trahir? Il était inutile de me faire cette question alors, car j'étais sur le dos de Joe, et celui-ci s'avançait au pas de course comme un chasseur, en recommandant à M. Wopsle de ne pas tomber sur son nez romain et de rester avec nous. Les soldats marchaient devant nous, un à un, formant une assez longue ligne, en laissant entre chacun d'eux un intervalle assez grand. Nous suivions le chemin que j'avais voulu prendre le matin et dans lequel je m'étais égaré à cause du brouillard qui ne s'était pas encore dissipé complètement ou que le vent n'avait pas encore chassé. Aux faibles rayons du soleil couchant, le phare, le gibet, le monticule de la batterie et le bord opposé de la rivière
Tout paraissait plat et avoir pris la teinte grise et plombée de l'eau. Perché sur les larges épaules du forgeron, je regardais au loin si je ne découvrirais pas quelques traces des forçats. Je ne vis rien, je n'entendis rien. Monsieur Wopsle m'avait plus d'une fois alarmé par son souffle et sa respiration difficile. Mais maintenant, je savais parfaitement que ces sons n'avaient aucun rapport avec l'objet de notre poursuite. Il y eut un moment où je tressaillis de frayeur. J'avais cru entendre le bruit de la lime. Mais c'était tout simplement la clochette d'un mouton. Les brebis cessaient de manger pour nous regarder timidement, et les bestiaux, détournant leur tête du vent et du grésil, s'arrêtaient pour nous regarder en colère, comme s'ils nous eussent rendus responsables de tous leurs désagréments. Mais à part ces choses, et le frémissement de chaque brin d'herbe qui se fermait à la fin du jour, on n'entendait aucun bruit dans la silencieuse solitude des marais. Les soldats s'avançaient dans la direction de la vieille batterie, et nous les suivions un peu en arrière, quand soudain tout le monde s'arrêta, car, sur leurs ailes, le vent et la pluie venaient de nous apporter un grand cri. Ce cri se répéta. Il semblait venir de l'est, à une assez grande distance, mais il était si prolongé et si fort qu'on aurait pu croire que c'étaient plusieurs cris partis en même temps, s'il eût été possible à quelqu'un de juger quelque chose dans une si grande confusion de sons. Le sergent en causait avec ceux des hommes qui étaient le plus rapprochés de lui, quand Joe et moi les rejoignîmes. Après s'être concerté un moment, Joe, qui était bon juge, donna son avis. M. Wopsle, qui était un mauvais juge, donna aussi le sien. Enfin, le sergent, qui avait la décision, ordonna qu'on ne répondrait pas aux cris, mais qu'on changerait de route et qu'on se rendrait en toute hâte du côté d'où il paraissait venir. En conséquence, nous prîmes à droite, et Joe détala avec une telle rapidité que je fus obligé de me cramponner à lui pour ne pas perdre l'équilibre. C'était une véritable chasse maintenant, ce que Joe appela « aller comme le vent », dans les 4 seuls mots qu'il prononça dans tout ce temps. Montant et descendant les talus, franchissant les barrières, pataugeant dans les fossés, nous nous élancions à travers tous les obstacles, sans savoir où nous allions. À mesure que nous approchions, le bruit devenait de plus en plus distinct, et il nous semblait produit par plusieurs voix. Quelquefois, il s'arrêtait tout à coup, alors les soldats aussi s'arrêtaient. Puis, quand ils reprenaient, les soldats continuaient leur course avec une nouvelle ardeur, et nous les suivions. Bientôt, nous avions couru avec une telle rapidité que nous entendîmes une voix crier « Assassin !» et une autre voix « Forçats, fuyards, gardes, soldats, par ici, voici les forçats évadés !» Puis toutes les voix se mêlèrent comme dans une lutte, et les soldats se mirent à courir comme des cerfs. Joe fit comme eux, le sergent courait en tête. Le bruit cessa tout à coup. 2 de ces hommes suivaient de près le sergent, leurs fusils armés et prêts à tirer. « Voilà nos 2 hommes !» s'écria le sergent, luttant déjà au fond d'un fossé. « Rendez-vous, sauvages que vous êtes! Rendez-vous tous les 2 !» L'eau éclaboussait, la boue volait, on jurait, on se donnait des coups effroyables. Quand d'autres hommes arrivèrent dans le fossé au secours du sergent, ils s'emparèrent de mes 2 forçats l'un après l'autre, et les traînèrent sur la route. Tous 2 blasphémant, se débattant et saignant. Je les reconnus du premier coup d'œil. « Vous savez, dit mon forçat en essuyant sa figure couverte de sang avec sa manche en loques, que c'est moi qui l'ai arrêté et que c'est moi qui vous l'ai livré. Vous savez cela. »« Cela n'a pas grande importance ici, dit le sergent, et cela vous fera peu de bien, mon bonhomme, car vous êtes dans la même situation. Vite, des menottes !»« Je n'en attends pas de bien non plus, dit mon forçat avec un rire singulier. C'est moi qui l'ai pris. Il le sait, et cela me suffit. L'autre forçat était effrayant à voir. Il avait la figure toute déchirée. Il ne put ni remuer, ni parler, ni respirer, jusqu'à ce qu'on lui eût mis les menottes. Et il s'appuya sur un soldat pour ne pas tomber. « Vous le voyez, soldat, il a voulu m'assassiner !» furent ses premiers mots. « Voulu l'assassiner ?» dit mon forçat avec dédain. « Allons donc. Est-ce que je sais ce que c'est que vouloir et ne pas faire ? Je l'ai arrêté et livré aux soldats. Voilà ce que j'ai fait.
Non seulement je l'ai empêché de quitter les marais, mais je l'ai amené jusqu'ici, en le tirant par les pieds. C'est un gentleman, s'il vous plaît, que ce coquin. C'est moi qui rends au bagne ce gentleman. L'assassiner. Pourquoi, quand je savais faire pire en le ramenant au bagne? L'autre râlait et s'efforçait de dire « Il a voulu me tuer. Me tuer. Vous en êtes témoin. » « Écoutez, dit Montforçat au sergent, je me suis échappé des pontons. J'aurais bien pu aussi m'échapper de vos pattes. Voyez mes jambes. Vous n'y trouverez pas beaucoup de fer. Je serais libre si je n'avais appris qu'il était ici. Mais le laisser profiter de mes moyens d'évasion, non pas. Non pas. Si j'étais mort là-dedans. Et il indiquait du geste le fossé où nous l'avions trouvé. Je ne l'aurais pas lâché, et vous pouvez être certain que vous l'auriez trouvé dans mes griffes. L'autre fugitif, qui éprouvait évidemment une horreur extrême à la vue de son compagnon, répétait sans cesse « Il a voulu me tuer, et je serais un homme mort si vous n'étiez pas arrivé. »« Il ment, dit Montforçat avec une énergie féroce. Il est né menteur, et il mourra menteur. Regardez-le, n'est-ce pas écrit sur son front ? Qu'il me regarde en face, je l'en défie. » L'autre, s'efforçant de trouver un sourire dédaigneux, ne réussit cependant pas, malgré ses efforts, à donner à sa bouche une expression très nette. Il regarda les soldats, puis les nuages et les marais, mais il ne regarda certainement pas son interlocuteur. « Le voyez-vous, ce coquin ?» continua Montforçat. « Voyez comme il me regarde avec ses yeux faux et lâches. Voilà comment il me regardait quand nous avons été jugés ensemble. Jamais il ne me regardait en face. » L'autre, après bien des efforts, parvint à fixer ses yeux sur son ennemi en disant « Vous n'êtes pas beau à voir. » Montforçat était tellement exaspéré qu'il se serait précipité sur lui si les soldats ne se fussent interposés. « Ne vous ai-je pas dit, fit l'autre forçat, qu'il m'assassinerait s'il le pouvait ?» On voyait qu'il tremblait de peur, et il sortait de ses lèvres une petite écume blanche comme la neige. « Assez parlé, dit le sergent. Allumez des torches. » Un des soldats, qui portait un panier au lieu de fusil, se baissa et se mit à genoux pour l'ouvrir. Alors Montforçat, promenant ses regards pour la première fois autour de lui, m'aperçut. J'avais quitté le dos de Joe en arrivant au fossé et je n'avais pas bougé depuis. Je le regardais, il me regardait. Je me mis à remuer mes mains et à remuer ma tête. J'avais attendu qu'il me vît pour l'assurer de mon innocence. Il ne me fut pas bien prouvé qu'il comprit mon intention, car il me lança un regard que je ne compris pas non plus. Ce regard ne dura qu'un instant, mais je m'en souviens encore, comme si je l'eusse considéré 1 heure durant, et même pendant toute une journée. Le soldat qui tenait le panier se fut bientôt procuré de la lumière, et il alluma 3 ou 4 torches qu'il distribua aux autres. Jusqu'alors, il avait fait presque noir, mais en ce moment, l'obscurité était complète. Avant de quitter l'endroit où nous étions, 4 soldats déchargèrent leurs armes en l'air. Bientôt après, nous vîmes d'autres torches briller dans l'obscurité derrière nous, puis d'autres dans les marais et d'autres encore sur le bord opposé de la rivière. « Tout va bien, dit le sergent. En route !» Nous marchions depuis peu quand 3 coups de canon retentirent tout près de nous, avec tant de force que je croyais avoir quelque chose de brisé dans l'oreille. « On vous attend à bord, dit le sergent à Montforçat. On sait que nous vous amenons. Avancez, mon bonhomme, serrez les rangs. » Les 2 hommes étaient séparés et entourés par des gardes différents. Je tenais maintenant Joe par la main et Joe tenait une des torches. M. Wopsle aurait voulu retourner au logis, mais Joe était déterminé à tout voir et nous suivîmes le groupe des soldats et des prisonniers. Nous marchions en ce moment sur un chemin pas trop mauvais qui longeait la rivière, en faisant çà et là un petit détour où se trouvait un petit fossé avec un moulin en miniature et une petite écluse pleine de vases. En me retournant, je voyais les autres torches qui nous suivaient, celles que nous tenions jetaient de grandes lueurs de feu sur les chemins, et je les voyais toutes flamber, fumer et s'éteindre. Autour de nous, tout était sombre et noir. Nos lumières réchauffaient l'air qui nous enveloppait par leurs flammes épaisses. Les prisonniers n'en paraissaient pas fâchés en s'avançant au milieu des mousquets. Comme ils boitaient, nous ne pouvions aller très vite, et ils étaient si faibles que nous fûmes obligés de nous arrêter 2 ou 3 fois pour les laisser reposer.
Après 1 heure de marche, environ, nous arrivâmes à une hutte de bois et à un petit débarcadère. Il y avait un poste dans la hutte. On questionna le sergent. Alors nous entrâmes dans la hutte où régnait une forte odeur de tabac et de chaux détrempés. Il y avait un bon feu, une lampe, un faisceau de mousquets, un tambour et un grand lit de camp en bois capable de contenir une douzaine de soldats à la fois. 3 ou 4 soldats, étendus tout habillés sur ce lit, ne firent guère attention à nous. Mais ils se contentèrent de lever un moment leur tête appesantie par le sommeil, puis les laissèrent retomber. Le sergent fit ensuite une espèce de rapport et écrivit quelque chose sur un livre. Alors, seulement, le forçat que j'appelle l'autre fut emmené entre 2 gardes pour passer à bord le premier. Mon forçat ne me regarda jamais, excepté cette fois. Tout le temps que nous restâmes dans la hutte, il se tint devant le feu, en me regardant d'un air rêveur. Ou bien, mettant ses pieds sur le garde-feu, il se retournait et considérait tristement ses gardiens, comme pour les plaindre de leur récente aventure. Tout à coup, il fixa ses yeux sur le sergent et dit « J'ai quelque chose à dire sur mon évasion. Cela pourra empêcher d'autres personnes d'être soupçonnées à cause de moi. » « Dites ce que vous voulez, » répondit le sergent qui le regardait les bras croisés, « mais ça ne servira à rien de le dire ici. L'occasion ne vous manquera pas d'en parler là-bas avant de... Vous savez bien ce que je veux dire. »« Je sais, mais c'est une question toute différente et une toute autre affaire. Un homme ne peut pas mourir de faim, ou du moins, moi, je ne le pouvais pas. J'ai pris quelques vivres là-bas, dans le village, près de l'église. »« Vous voulez dire que vous les avez volés ?» dit le sergent. « Oui, et je vais vous dire où. C'est chez le forgeron. »« Oh là !» dit le sergent en regardant Joe. « Oh là, mon petit Pip !» dit Joe en me regardant. « C'était des restes, voilà ce que c'était, et une goutte de liqueur et un pâté. »« Dites donc, forgeron, avez-vous remarqué qu'il vous manqua quelque chose, comme un pâté ?» demanda le sergent. « Ma femme s'en est aperçue au moment même où vous êtes entré, n'est-ce pas, mon petit Pip ?»« Ainsi donc, » dit mon forçat, en tournant sur Joe des yeux timides, sans les arrêter sur moi. « Ainsi donc, c'est vous qui êtes le forgeron ? Alors je suis fâché de vous dire que j'ai mangé votre pâté. Dieu sait si vous avez bien fait. En tant que cela me concerne, répondit Joe en pensant à Mrs. Joe. Nous ne savons pas ce que vous avez fait, mais nous ne voudrions pas vous voir mourir de faim pour cela, pauvre infortuné. N'est-ce pas, mon petit Pip ? » Le bruit que j'avais déjà entendu dans la gorge de mon forçat se fit entendre de nouveau, et il se détourna. Le bateau revint le prendre, et la garde qui était prête. Nous le suivîmes jusqu'à l'embarcadère, formé de pierres grossières, et nous le vîmes entrer dans la barque qui s'éloigna aussitôt, mise en mouvement par un équipage de forçats comme lui. Aucun d'eux ne paraissait ni surpris, ni intéressé, ni fâché, ni bien aise de le revoir. Personne ne parla, si ce n'est quelqu'un qui, dans le bateau, cria, comme à des chiens. « Nagez, vous autres, et vivement !» Ce qui était le signal pour faire jouer les rames. À la lumière des torches, nous pûmes distinguer le noir ponton, à très peu de distance de la vase du rivage, comme une affreuse arche de Noé. Ainsi ancré et retenu par de massives chaînes rouillées, le ponton semblait, à ma jeune imagination, être enchaîné comme les prisonniers. Nous vîmes le bateau arriver au ponton, le tourner, puis disparaître. Alors on jeta le bout des torches dans l'eau. Elles s'éteignirent, et il me sembla que tout était fini pour mon pauvre forçat.